reste de mon discours va être en anglais. Mais je suis belge, mais flamande, mais j'ai plus l'habitude de parler en français parce que j'habite déjà depuis 21 ans en Amérique et je travaille à MIT, the MIT Media Laboratory. And I'll tell you a little Et je vais vous parler un petit peu aujourd'hui du travail que je fais là-bas avec mes étudiants, mon groupe de recherche. Nous inventons donc de nouvelles interfaces. Donc toute une série d'informations, une richesse d'informations est disponible aujourd'hui sur tout. Toutes les informations, toute la connaissance aujourd'hui est vraiment numérisée et est disponible en termes d'octets d'informations numériques. Donc, en théorie, nous avons un accès à toute cette information avec nos smartphones, nos téléphones portables, nos iPads et autres. Mais en pratique, il est difficile en fait de trouver un accès et d'utiliser cette information. Par exemple, lorsque vous êtes dans un supermarché ou dans d'autres commerces, eh bien, vous vous posez peut-être la question pour savoir si le produit que vous regardez a certaines choses qui devraient vous soucier. Peut-être est-ce que vous êtes allergique à l'arachide et vous voulez savoir s'il y a des traces d'arachide dans le produit. Vous posez la question pour savoir quels sont les rapports sur ce produit ou autre. Donc, vous vous souciez d'un certain nombre de choses. En pratique, il est beaucoup trop difficile pour sortir votre téléphone, d'aller sur un site web, de rentrer le nom du produit et ensuite de trouver les informations que vous recherchez. Et donc, en pratique, on ne le fait jamais. C'est beaucoup trop difficile, on comprend à faire. De la même façon, un médecin, donc un scénario tellement différent, lorsque vous allez rendre visite à votre médecin, il va vous dire que vous souffrez d'une maladie rare, par exemple, et ce médecin peut avoir eu son diplôme il y a 25 ans. Peut-être que ce médecin n'a pas vraiment suivi de formation et peut-être pas à jour dans les dernières nouveautés. Et donc ce médecin, à ce moment, n'est pas conscient peut-être de toute une série de nouvelles recherches qui est sortie, nouvelles découvertes qui sont importantes et pertinentes pour votre maladie spécifique. Parce que, de nouveau, il est très difficile, trop difficile à ce moment même de rechercher toutes les informations qui seraient pertinentes pour vous à ce moment M. Mais bon, on peut peut-être baisser un petit peu les lumières si possible afin qu'il soit plus simple de voir l'écran. Est-ce qu'il est possible de baisser la lumière afin qu'il soit possible de voir l'écran un peu mieux? Est-ce qu'on peut baisser la lumière? Merci. Donc, de la même façon, si vous rencontrez quelqu'un lors d'une conférence, par exemple ici aujourd'hui, vous pouvez dire « Excusez-moi, pendant que je prends mon téléphone, je peux voir comment est-ce qu'on est connecté, si nous sommes sur LinkedIn, essayer de savoir quand est-ce qu'on s'est rencontré la dernière fois, ou si vous m'avez envoyé des emails et quelles questions si vous aviez posées auxquelles je n'ai pas répondu et autres. » Mais bon, voilà, l'esprit que vous avez à l'esprit à ce moment-là, mais où est-ce que j'ai vu cette personne, de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois, quel est le nom de sa femme, de ses enfants ou autre, voilà. Donc vous voyez, là, ce sont vraiment les questions, les problèmes sur lesquels on travaille dans mon groupe de recherche. Comment est-ce qu'on peut faire que ce soit beaucoup plus simple pour que les personnes aient un accès à une information pertinente à ce qu'ils font à un moment donné. Nos vies physiques, mais aussi nos vies numériques sont totalement déconnectées. Il n'y a qu'une petite bande passante tellement étroite qui existe entre ces deux types de vie. Et moi, j'essaye de faire que nos vies numériques et nos informations numériques soient intégrées dans nos vies physiques quotidiennes. Vous avez déjà entendu parler de Sixth Sense, qui est l'un des projets sur lesquels nous travaillons à notre laboratoire. Ça a attiré pas mal d'attention et c'est l'un de nos efforts, en fait, pour essayer d'intégrer de l'information de façon
totalement neutre au sein de l'environnement autour de nous. La façon dont cela fonctionne, une personne porte un projecteur, une caméra autour du cou, et soit vous avez des marqueurs colorés ou des marqueurs sur votre doigt, et ensuite on va reconnaître là où sont vos doigts, et vous pouvez utiliser vos doigts pour interagir avec l'information qui est projetée. Vous pouvez donc aller sur n'importe quel mur ou surface, projeter de l'information telle qu'une carte par exemple, et vous pouvez zoomer, dézoomer. Vous pouvez aussi utiliser des gestes totalement normaux pour changer les différentes applications, sélectionner des applications. Par exemple ici, l'application sur la météo, mais on reconnaît aussi des gestes comme le fait de prendre une image dans la caméra. On regarde constamment ces 4 doigts et interprète ce que vous voulez faire à ce moment bien spécifique. Après que vous ayez pris toutes vos photos, si vous voulez les trier, les organiser, eh bien, il faut trouver une surface et ensuite vous pouvez utiliser donc ces mêmes gestes pour pouvoir manipuler ces photos et les organiser. Vous pouvez aussi utiliser votre main pour passer un appel téléphonique. Vous pouvez donc projeter un clavier au lieu de sortir votre téléphone et passer votre appel. Quelque chose de plus encore important lorsque vous allez faire vos courses, vous pouvez obtenir de l'information sur les produits qui vous entourent en projetant sur ces produits. Bon, c'est un mauvais exemple ici, puisque les bibliothèques en fait disparaissent. Mais si vous prenez un livre, le système va reconnaître la couverture du livre et peut projeter le score Amazon de ce livre, peut vous donner donc de l'information. Vous pouvez voir des vidéos qui sont ajoutées aux journaux, donc des photos sur une histoire particulière, alors que vous lisez ce journal ou voir les derniers résultats sportifs, des informations météorologiques. Donc tout ce que vous pouvez récupérer ici peut être augmenté grâce à une information pertinente, mais aussi grâce à des informations personnelles qui ont un impact pour vous. Le système peut vous dire si votre vol a été retardé, s'il y a eu un changement de porte. Donc vous voyez, c'est aussi quelque chose de très controversé peut-être. Mais si le système reconnaît l'image de la personne dont vous serrez la main, alors vous pouvez projeter de l'information pour vous dire que vous n'avez pas répondu à leurs 5 derniers courriels, de ce dont vous devriez leur parler. Vous pouvez aussi projeter votre montre, vous n'avez plus à la porter autour du poignet. Et tout papier peut être augmenté grâce à des informations. Nous utilisons donc des micros que l'on peut clipper et qui vont détecter le toucher, et vous pouvez utiliser tout type de papier tant qu'ordinateur lorsque vous en avez besoin d'un pour faire un dessin, pour regarder un film. Donc voilà, on tient juste une feuille de papier. Vous pouvez jouer à un jeu vidéo en manipulant donc cette feuille de papier à droite, à gauche pour contrôler là votre voiture de course dans le cas qui nous occupe. Et ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, la projection de l'écran peut être aussi grande que vous le souhaitez. Vous pouvez projeter un écran si vous avez un écran quelque part. Si vous voulez faire une recherche Google traditionnelle, vous avez besoin d'un écran, et ainsi de suite. Et je ne vais pas vous montrer l'ensemble de la vidéo parce que je voudrais vous montrer d'autres travaux sur lesquels nous avons travaillé depuis. L'un des projets que nous avons développé, c'est vraiment la mise en place de cette technologie sixième sens là dans un téléphone cellulaire. Au lieu de porter le système autour du cou, eh bien vous montrez des choses avec votre téléphone. Et donc il y a des projecteurs intégrés, mais le projecteur et la caméra malheureusement visent différentes directions, et donc il nous faut créer un petit miroir pour qu'ils puissent regarder la même scène en fait. Mais on peut utiliser ce téléphone, montrer quelque chose avec ce téléphone, pointer à quelque chose, il va être reconnu et vous aurez de l'information en vous disant voilà, ça c'est une tasse de café, ça c'est une petite
casserole et donc peut vous donner des informations sur cette tasse ou des informations sur ce que vous voulez faire avec cette tasse à ce moment. L'un des autres projets que nous avons commencé depuis Sixth Sense, c'est quelque chose de plus stationnaire en fait du projet Sixth Sense. Nous avons donc des ampoules partout autour de nous, dans tous nos bâtiments, chez nous et autres. Et donc nous avons pensé que, au lieu d'avoir une ampoule normale, si on pouvait avoir un projecteur compact avec caméra, ordinateur, que l'on puisse brancher dans toute prise électrique si on a besoin d'une interface. C'est exactement ce que l'on a fait. Donc on a créé ce système-là, on a construit ce système qui est à la taille d'une ampoule en fait. Il a toute son électricité d'une prise normale. Vous avez certains niveaux de liberté. Nous avons donc une caméra, nous avons un picoprojecteur, il y a un microcontrôleur, Wi-Fi, et donc vous pouvez prendre n'importe quelle prise d'ampoule chez vous, ou même sur une lampe de bureau par exemple, si vous voulez avoir une réalité augmentée, une surface de réalité augmentée sous cet équipement. Nous avons donc une version robotique de ce système qui existe aussi, mais vous pouvez utiliser aussi donc la lampe seule. La version robotique permet au système d'atteindre en fait une zone beaucoup plus grande, aussi bien horizontale que verticale, d'avoir des murs pour projeter de l'information sur ceci. Une fois que vous avez donc vissé cette sorte d'ampoule, vous pouvez augmenter tout type d'objet que vous allez placer sous cet appareil. Et ensuite, vous allez pouvoir interagir avec les informations en utilisant des gestes de la main tout à fait simples. Voilà là une vidéo. Je vais couper un peu le son. Donc c'est un projet que l'on a développé avec Best Buy. Et là, nous avons donc rencontré le magasin de l'avenir. Si vous voulez acheter une caméra, un appareil photo, l'information est projetée sur les différents appareils photo qui sont présents et des interfaces sont projetées sur les différentes caméras ou appareils photo. Si vous prenez un appareil photo, cela vous donne une interface ou toute l'information sur cet appareil photo. Si vous en prenez deux, vous avez l'information pour comparer les deux appareils photo et vous pouvez, ce que vous allez voir dans une minute, faire des comparaisons de prix, voir les scores, les contacts. Il y a un expert qui va parler de cet appareil photo. Vous allez voir quels sont les autres produits que les personnes aiment acheter lorsqu'ils achètent cet appareil photo spécifiquement. Donc toute une idée là, toute une série d'idées pour faire le meilleur achat possible. Bon, on est un peu frustré aussi peut-être parce que dans le magasin, bien sûr, les personnes peuvent acheter les produits, tester le produit, prendre les appareils photo, mais en ligne, il y a toute cette information qui est disponible sur les appareils photo, des revues d'experts, des scores, beaucoup de caractéristiques sont présentées et discutées. Et on peut vous donner le même type d'information dans le magasin. On ne peut pas vous donner la même information dans le magasin parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace. Et les personnes dans les magasins, les vendeurs des magasins ne sont peut-être pas payés suffisamment, ou ne sont pas suffisamment experts pour tous les appareils photo présentés. Et donc c'est pourquoi Best Buy était extrêmement intéressé à utiliser ces technologies pour créer le magasin du futur, le magasin de l'avenir. Un exemple, vous pouvez utiliser ce système que nous avons développé pour participer à une conférence à distance avec un expert sur le produit ou voir des caractéristiques en montrant le produit tout simplement. Vous pouvez avoir accès à tout type d'informations qui pourraient vous intéresser quant à un objet ou un appareil photo bien spécifique. Nous avons aussi effectué des systèmes très simples qui vont vous donner certaines de ces fonctionnalités. Là, vous avez donc un anneau assez simple. Bon, c'est pas vraiment un joyau, hein, bien sûr, à porter, mais cet anneau va communiquer par infrarouge avec les étagères, les étals du magasin.
et pour que vous puissiez pointer sur vos préférences. De nouveau, si vous êtes allergique à quelque chose ou si vous préférez une alimentation biologique ou si vous ne voulez pas d'OGM, des choses qui vous soucient. Donc, vous mettez cet anneau, va communiquer avec les étalages, va communiquer aussi avec votre téléphone portable et c'est comme ça qu'on obtient des informations sur le produit. Cela vous donne donc des lumières rouges, vertes ou oranges très personnalisées qui vont vous dire, voilà, ça c'est un produit qui correspond à vos critères particuliers, vos besoins particuliers, alors que celui-ci, non, ne correspond pas à vos besoins. C'est quelque chose d'extrêmement simple. C'est ce que l'on recherche et c'est pour ça qu'on a appelé ce projet aussi Sixth Sense parce qu'on veut que toute cette information numérique qui est peut-être pertinente pour une personne à un moment particulier, on veut que celle-ci soit disponible d'une façon vraiment extrêmement simple, comme si c'était quelque chose d'aussi naturel que de renifler quelque chose, de sentir quelque chose, d'entendre quelque chose. Dans certains de nos autres travaux, nous avons commencé à intégrer des informations numériques dans des objets plus spécifiques, à savoir ce que nous utilisons tous les jours. Par exemple, en ajoutant une petite lumière LED, vous pouvez obtenir de l'information. C'est une souris là que vous pouvez, grâce à elle, dire au système quelles applications, quels sites web sont considérés comme étant productifs, de bons sites web, de bonnes applications pour lesquels vous n'allez pas perdre de temps et vous dire ceux qui ne sont pas productifs et donc des sites sur lesquels vous ne voulez pas passer trop de temps. Et cette souris vous aide à être beaucoup plus conscient de vos propres comportements en vous montrant avec des petites lumières vertes ou rouges le temps que vous avez passé sur ces différents types d'activités, combien de temps vous avez passé sur des choses que vous considérez comme étant positives et combien de temps vous avez passé sur des choses que vous considérez, vous, comme étant négatives. Bien sûr, ça dépend de vous de définir ces points. Si vous êtes mon fils de 16 ans, bien sûr, alors passer beaucoup de temps sur Call of Duties, ça sera considéré comme quelque chose de positif. Autre chose, ces fourchettes-là que le même étudiant a construit, nous avons fait une version sans fil et on peut les programmer pour vibrer gentiment lorsque vous commencez à manger trop rapidement ou lorsque vous avez une bouchée trop grosse. C'est quelque chose d'assez magnétique, donc on peut l'utiliser à tout type de fourchettes, de couteaux et cela va mesurer en fait le nombre de mastication et ça va transmettre cette information. Vous pouvez ensuite aller voir votre site personnel, voir si vous avez mieux fait aujourd'hui qu'hier. Donc cet exemple peut-être est un petit peu stupide, mais ça montre l'avenir vers lequel on pourrait aller, on peut aller, où il y aura de plus en plus de capteurs dans tout ce qui nous entourera et des capteurs qui nous donneront donc de l'information sur nous-mêmes, voire sur la ville, sur notre environnement en fait. Et c'est là vraiment quelque chose qui se produira et se produira de plus en plus à l'avenir. Un autre objet que nous avons développé et là cela vous montre la quantité d'électricité qu'un équipement bien spécifique utilise en montrant donc la rapidité de rotation de la lumière. On a un atténuateur sur la lampe, mais vous pouvez brancher votre ordinateur, votre lave-vaisselle, tout ce que vous voulez et avec la vitesse de rotation de la lumière, vous savez la quantité d'électricité utilisée. De nouveau, donc c'est un exemple d'information qui est donc apportée, qui est donnée et peut-être est-ce que cela vous intéressera. Autre projet là où cet étudiant donc, qui travaille avec moi ou qui travaillait avec moi et qui vient d'avoir son diplôme, donc cet étudiant voulait donc travailler avec des données comme s'il était aussi facile de travailler avec des blocs en fait, hein, des pièces comme ça. Donc il a fait des petits ordinateurs en fait qui ont la forme de ces petites pièces, des blocs. Ils se parlent les uns les autres. Ils peuvent aussi parler à un autre ordinateur autre. Et vous pouvez les manipuler à la main
bien les mettre dans différentes configurations, différents ordres pour faire que certaines choses se produisent. Par exemple, voilà donc une application éducative où vous pouvez jouer avec les équations juste en jouant avec les blocs. Et de nouveau, l'objectif ici, c'est que l'interface disparaisse en fait. L'interface doit devenir totalement invisible et devenir quelque chose qui ne va pas vous distraire, afin que vous puissiez jouer avec les données, avec l'application, plutôt que d'avoir à apprendre une interface spécifique, comment l'utiliser et autres. Donc vous voyez, le même système peut être utilisé dans des applications tellement différentes. Pour tout ce qui est la planification de différentes graphiques, chartes que vous allez utiliser, différentes planifications, quelles séquences de travail et autres. Donc tout ceci va représenter les tâches sur les différents blocs. Vous pouvez les déplacer. Vous pouvez avoir un bloc qui va représenter un groupe de personnes. Et l'idée est qu'en fait, vous allez avoir cette interface extrêmement simple et beaucoup de personnes peuvent les utiliser ensemble pour pouvoir essayer de résoudre un problème particulier auquel vous êtes peut-être confronté. Ce projet a conduit à 2 produits en fait dans les 18 derniers mois. Hasbro, donc une entreprise de jeux, a créé une application très simple qui se base sur ce système. Hasbro est l'une de nos nombreuses industries sponsors qui travaillent avec nous et ils ont développé un système, je ne sais pas s'ils le vendent déjà en Europe, mais avec ce système vous avez 5 blocs avec différentes lettres et il faut essayer de faire le plus grand nombre de mots possible en 1 minute. Et en fait c'est leur produit best-seller pour la dernière Noël et ils ont donc beaucoup investi dans notre laboratoire, dans Media Lab. Et l'étudiant qui a fait donc ce travail sur les Siftable Cubes a aussi créé son entreprise Francisco Sifteo et il vend donc ces petits blocs avec toute une série d'applications, des applications éducatives, mais aussi d'autres types d'applications plus ludiques. Nous avons aussi travaillé sur le développement d'interfaces beaucoup plus simples pour des ordinateurs déjà existants. C'est en fait une sorte de souris invisible. Nous utilisons dans ce cas-là un laser infrarouge et vous pouvez utiliser votre main, prétendre qu'il y a une souris et faire exactement la même chose, tel que déplacer la souris, cette souris invisible, vous pouvez cliquer à droite, à gauche et ainsi de suite. Mais tout ceci est en fait lu, on peut dire, par une caméra qui peut être intégrée dans l'ordinateur portable. C'est vraiment pour faire quelque chose de beaucoup plus simple pour vous lorsque vous voyagez. Vous n'avez pas à vous soucier de transporter une souris. Autre projet que nous avons fait récemment, c'est une idée très simple, aussi orientée vers une facilité d'utilisation pour les ordinateurs d'aujourd'hui, faire que tout soit beaucoup plus intuitif. Mes étudiants par NAF a décidé de travailler sur un projet. Vous allez utiliser votre doigt comme en fait lecteur USB. Donc, si vous prenez une photo, vous pouvez toucher cette image et ensuite elle est copiée de façon conceptuelle dans votre doigt et vous pouvez aller sur un autre écran tactile, toucher cet écran et il va copier en fait l'image sur cet écran. C'est vraiment une idée très simple là. Pas vraiment beaucoup de technologies très compliquées là derrière tout ça. De nouveau, vous pouvez voir un numéro téléphonique sur une page web sur votre laptop. Vous en avez besoin dans votre téléphone, donc vous le surlignez, vous le copiez et ensuite vous pouvez le copier du doigt dans votre téléphone et passer l'appel téléphonique. Et voilà.
C'est une idée très très simple, il n'y a pas de magie derrière tout ça. Hein. Il faut se souvenir tout simplement du type d'écran qui appartient à type d'utilisateur. Vous pouvez copier ensuite l'information dans différents équipements appartenant à différentes personnes. Là, nous avons aussi une version où nous utilisons donc, la caméra pour reconnaître ou essayer de reconnaître qui est la personne qui fait le copier-coller afin qu'on peut voir, oh, ce n'est pas Patty, là c'est quelqu'un d'autre, et donc il faut peut-être demander qui est cette personne. Tout ceci fait qu'il est beaucoup plus simple de faire des copier-coller entre deux utilisateurs différents. Ici, donc, on regarde un film qui est sur un ordinateur, sur un téléphone, mais l'écran est sur un autre en fait. Donc vous voyez, de plus en plus les équipements ont des écrans tactiles et tous ces équipements sont connectés au réseau, au cloud. Hein. Et donc les données peuvent passer d'un équipement à un autre très facilement en utilisant tout simplement votre main, votre doigt, comme on vient de le voir avec cet équipement de copier-coller. Donc voilà, c'était les résumés des projets que je voulais vous présenter aujourd'hui, mais je serai bien sûr tout à fait heureuse de répondre aux questions que vous pourriez vouloir me poser. Merci. Je ne sais pas s'il y a des micros, oui? Oui. Alors, voilà, des micros. Des questions. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus du projet avec cette ampoule-là? Est-ce que ça va être un produit qu'on pourra acheter un petit peu partout? Oui, alors plutôt je parlais de ceci, oui. J'ai fait de la recherche sur les interfaces au MIT pendant 21 ans, et même si quelque chose est d'un point de vue technique faisable et peut devenir un produit, eh bien il semble qu'il faille beaucoup de temps avant que ce produit soit disponible sur le marché. Il y a beaucoup d'autres problèmes à résoudre, bien sûr, faire que ce soit suffisamment robuste, fiable et suffisamment peu onéreux. Bon, il faut résoudre tous ces problèmes-là, mais il y a aussi des problèmes de business model et ainsi de suite. Il y a bon nombre d'années, mon groupe de recherche, avant que les navigateurs existent, avant que le web n'existe, nous avons inventé des systèmes de recommandation, des systèmes qui pouvaient recommander des livres en se basant sur les autres livres que vous aviez achetés, même chose pour les films que vous aimiez et autres. Et j'étais surprise de voir que même s'il y avait juste un logiciel dans ce cas, qui était très très simple, eh bien nous avions inventé cette technologie en 1993 et nous avons commencé une entreprise en 1994. Nous avons essayé de vendre cette technologie, mais il y avait donc toutes ces autres entreprises qui disaient bon, qu'est-ce que c'est que le web? Est-ce que le e-commerce va démarrer? On ne sait rien. Donc on était beaucoup trop précurseurs en fait, et ça nous a pris plus de 10 ans. C'est seulement 10 ans plus tard qu'on a pu voir que cette technologie décolle, et maintenant tous les sites de e-commerce ont des systèmes de recommandation d'une forme ou une autre. Je ne veux pas spéculer sur le moment où ces choses-là seront disponibles. Bon, je sais que ça prendra encore 5 à 10 ans, je pense, pour que beaucoup de ces produits et beaucoup de ces projets soient disponibles sur le marché. Y a-t-il d'autres questions? Des questions peut-être de Casablanca? Si on est connecté toujours avec Casa? Merci. Non, merci beaucoup. Pendant combien d'années est-ce que vos étudiants travaillent sur ce projet? Est-ce qu'ils sont autorisés à travailler sur la partie hardware ou seulement software? Tout le travail au sein de Media Lab est un travail collaboratif. Beaucoup de ces projets font qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a généralement un étudiant qui est l'étudiant leader. Il y a bon nombre de personnes impliquées. Par exemple, pour le système que nous avons construit pour Best Buy, il a été montré lors à la conférence de la Fédération du détail, conférence 3 jours à New York, et nous avons eu 12 personnes au total impliquées dans ce projet, et ce pour une période de temps très très courte, 3 jours seulement. Donc vous voyez, c'est pas seulement le projet d'une seule personne, même si généralement il y a un designer leader qui est aussi
un étudiant qui travaille sur sa thèse en même temps. Une question ici? Bonsoir, pardon. Quelle quantité du travail impliqué? On peut penser à l'utilisabilité. Est-ce que vous publiez certains des résultats? Peut-être est-ce que vous êtes un chercheur dans la conception d'interface utilisateur. Il y a différents types de recherches effectuées. Au Media Lab, nous aimons faire un travail où nous inventons peut-être une nouvelle catégorie de systèmes plutôt que d'étudier des résultats détaillés, des évaluations détaillées, l'utilisabilité de tout ceci, même s'il y a d'autres laboratoires qui se concentrent beaucoup plus sur ce type de points. Nous, on ne fait pas beaucoup de travail en matière d'utilisabilité. Nous, on essaye plutôt de trouver de nouvelles catégories de types d'interfaces et de construire des prototypes pour ceci, de développer des applications un peu précurseurs. Voilà. Dans une conférence préalable, on a vu que des objets pouvaient avoir une certaine intelligence. Dans votre présentation, on a pu voir l'opposé en fait. L'objet est toujours passif et l'intelligence se trouve chez l'utilisateur. Qui va gagner? Eh bien, en fait, dans certains de nos projets, Sixth Sense, c'est un projet exemplaire. Le monde peut rester tel qu'il est et vous augmentez seulement l'information grâce à un système. Voilà. Mais pour d'autres projets, tels que la souris ou la fourchette, on change l'objet lui-même. L'objet est bien un capteur d'information, traite l'information, va montrer une partie de l'information. Bien sûr, cette dernière approche est moins générale puisqu'il faut changer, dans ce cas, chaque objet, ce qui coûte très cher et où il faut obtenir de nouveaux objets. Dans un travail plus récent, nous avons beaucoup plus travaillé sur le fait de garder ces objets passifs et de les augmenter grâce à une information projetée. Mais en ce qui concerne votre point là sur savoir l'intelligence sera chez l'humain, on va dire, ou le système, même si je viens d'une formation d'intelligence artificielle, je pense vraiment que c'est l'humain, les gens qui doivent continuer à prendre des décisions, être informés et autres. Je ne veux pas aller vers un monde où les machines réfléchiront pour nous. C'est moi de nouveau. Est-ce que vous travaillez sur des prototypes où, au lieu de projeter de l'information dans le monde réel et avoir un écran semi-transparent, vous pouvez faire du style device? Bon, je n'ai pas mentionné ceci ici, mais nous avons des expériences avec des écrans de visualisation, mais ils sont très encombrants encore. Ils ne sont pas encore bien développés. Donc on s'attend à ce que les entreprises définissent des écrans beaucoup plus légers, meilleure qualité, donc des verres peut-être où on pourrait projeter de l'information, mais aussi voir à travers. Donc vous voyez, la technologie actuelle n'est pas encore vraiment prête pour ça. Hors micro, pardon. Dans certains cas, il serait mieux bon, si on avait donc des écrans qu'on puisse porter sur la tête, qui soient très légers, tels que des lunettes par exemple. Et bon, cette information va rester privée, mais c'est aussi un des avantages dans certains cas, dans des situations sociales aussi, où vous portez des lunettes et peut-être que ces lunettes vont vous dire quelque chose sur moi, et c'est très frustrant parce que je ne sais pas nécessairement ce que vos lunettes sont en train de vous dire sur moi. Donc vous voyez, c'est d'un point de vue social peut-être une situation un petit peu bizarre, mais ça peut être aussi une situation bizarre pour une période limitée.
Voilà, on ne sait pas. Bon, il y a toujours bien sûr les pour et les contre dans ce domaine. Autre avantage de la projection d'informations, c'est que vous pouvez interagir avec cette information plus simple, avec certains de nos systèmes portables. Sur la tête, là, eh bien, on essaye d'interagir avec l'information qui est envoyée quelque part devant vos yeux, mais ce n'est pas vraiment quelque chose de tangible, alors que pour la réalité augmentée projetée, vous avez votre livre, vous pouvez toucher le livre et l'information projetée sur le livre, vous pouvez y avoir accès, pour avoir un accès à d'autres informations, des aspects plus intuitifs peut-être, je ne sais pas. Hello. Hello, hello. J'ai une petite question. Est-ce que vous faites de la recherche sur la reconnaissance et intégration vocale avec Sixth Sense, la direction des yeux, du visage ou autre? Je n'ai pas vraiment travaillé sur la reconnaissance vocale. Je suis belge et mon accent est encore difficile à reconnaître par bon nombre de logiciels de reconnaissance vocale. Donc voilà, j'ai pas fait beaucoup de recherches dans ce domaine. La plupart de mes étudiants ne sont pas américains non plus, donc ils ont aussi des problèmes à s'exprimer d'une façon à ce que le logiciel puisse reconnaître facilement leur élocution et leur accent. Mais nous avons quand même fait des travaux sur des lunettes que l'on a modifiées pour essayer de détecter là où une personne regarde. Donc nous avons fait quelques travaux sur ce sujet, puisque d'un point de vue idéal, le système devrait savoir de lui-même ce sur quoi vous vous concentrez, ce quoi vous regardez et vous offrir, si vous le voulez, de l'information sur ce que vous regardez en se basant sur cette reconnaissance visuelle, quoi que vous soyez en train de faire d'ailleurs. Hi. On the other side, you only showed us examples of visual feedback. Est-ce que vous avez travaillé sur des exemples de retour visuel d'information? Ou est-ce que vous pensez... Vous voulez dire pour la souris? Pour quel projet? Est-ce que vous ne montrez que des retours d'information visuels parce que c'est plus facile à montrer à une audience, à un auditoire, pardon? Non, nous avons aussi de l'audio feedback dans un de nos projets. On l'a vu un petit peu lorsqu'on a vu la vidéo du président Obama qui parlait avec le journal. Vous avez aussi de l'audio. Bon nombre de fois, la personne, d'un point de vue visuel, est extrêmement occupée, les mains sont occupées, et donc l'audio peut être le meilleur moyen d'information. Ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Mais on travaille essentiellement avec un retour d'information visuel. Mais dans certains cas, c'est vrai, le feedback audio peut être plus privé, moins utilisé, cette modalité peut être moins disponible. Je pense que j'ai lu quelque part que le projet Sixth Sense serait open source. Oui, une partie de ce système est ouvert, oui, mais l'un des problèmes est que bon nombre des logiciels qu'on a utilisés ne sont pas open source. Et donc, soit il nous faut réécrire certains codes nous-mêmes, que nous n'avons pas écrit au départ, ou alors on ne pourra pas faire que des parties cruciales soient disponibles. Donc c'est le problème que l'on rencontre pour faire que ce système soit open source. Je pousse mes étudiants à travailler sur ce point, mais c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus lourd qu'on pensait que ce serait. Mais il y a donc des documents qui décrivent la méthode, comment utiliser les logiciels. Donc en théorie, les personnes devraient être capables de reconstruire bon nombre de tout ceci elles-mêmes. Oui, d'autres questions? Est-ce que vous collaborez avec des sociétés françaises ou européennes? Connaissez-vous des initiatives françaises ou européennes dans ce domaine? Une des entreprises avec lesquelles nous travaillons, c'est Schneider Electric. Nous avons réutilisé le même système Sixth Sense pour une collaboration à distance pour un type de projet donc, dans ce sens. Schneider Electric
électrique fait bon nombre d'équipements électriques, bien sûr, des équipements compliqués pour certains. Et donc, nous avons utilisé Sixth Sense pour pouvoir donner de l'information aux réparateurs sur une certaine partie d'équipement et pour les connecter à distance avec un expert qui peut dire à la personne qui essaie de réparer la machine ce qu'il faut faire, puisque d'un point de vue visuel, on peut indiquer les choses en disant, voilà, tu devrais regarder ceci, tu devrais dévisser un petit peu ça, tu devrais faire ci ou ça. On peut faire des dessins aussi, et on peut envoyer des flèches, afin que la personne qui est devant la machine, là, puisse voir et entendre l'expert leur parler. Donc, vous voyez, c'est comme si vous utilisiez l'intelligence de quelqu'un d'autre pour faire les réparations, mais tout ceci à distance. Hi. On a eu une représentation plutôt d'un équipement qui lit l'esprit. Est-ce que vous faites de la recherche dans ce domaine? Oui, j'ai raté la présentation sur Emotive. Nous avons étudié ceci un petit peu, mais je pense qu'à aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. C'est pas suffisamment développé pour être utilisé pour des types d'interactions beaucoup plus compliqués. Mais j'espère que ce serait plus avancé, ce serait sympa si on pouvait penser à quelque chose et les choses se passent, oui. Mais bon, d'après ce que je sais, c'est plus pour mouvements de souris et autres, voilà. Donc. Personne d'autre? Non? Ok. Bon, très bien. Merci beaucoup. Oh, désolé, il y a une question? Encore une question, et puis ensuite on s'arrêtera. Hein? In the middle here. Thank you. Hi. Bonsoir. Est-ce que vous pensez qu'il sera possible d'ajouter des Spider Sense, quelque chose qui pourra me dire, me prévenir par exemple lorsque mon ami s'ennuie, lorsque je l'ennuie ou autre, me prévenir de certaines choses par exemple. Bon, c'est intéressant que vous posiez cette question. Il y a deux orateurs ici dans cette conférence du Media Lab d'où je viens là, et un autre membre de la faculté, notre professeur, Rosalind Picard, elle travaille spécifiquement sur ce type de problème que vous avez mentionné là. Comment est-ce que les ordinateurs ou la technologie peut détecter les émotions chez les personnes? Elle s'intéresse plus spécifiquement, pas dans des applications, on va dire, de romance ou romantique, mais dans des applications plus artistiques, afin que les artistes puissent savoir si la personne à laquelle ils parlent s'ennuie ou est frustrée ou autre, afin qu'ils soient beaucoup plus conscients de l'émotion d'une autre personne et puissent y répondre de façon plus appropriée, et ce dans des situations plus sociales. Donc elle l'utilise pour cette situation, mais aussi pour les assistants de soins ou pour les artistes, donc comme je dis, pour qu'ils puissent reconnaître lorsque quelqu'un est prêt à exploser, par exemple. Hein. Donc, vous voyez, ça peut être utilisé dans différents types d'applications. Pour l'autisme, par exemple, c'est peut-être un bon sujet pour l'année prochaine. Hein. Le nom de cette personne, c'est Rosalind Picard. Voilà. Merci de votre attention.